Bienvenue au château de Jumillac dont je suis aujourd'hui le dépositaire. C'est en fait mon grand-père qui, au début du XXe siècle, va à la demande du député de l'arrondissement le racheter, mais nous sommes en fait en ligne directe depuis 1579, c'est-à-dire l'année où mon ancêtre, Antoine Chapelle, devient le seigneur de ce château, donc, dont on va parler là dans quelques minutes. Il va ajouter aux alentours de l'an 1600 donc des toitures exceptionnelles. Ces toitures sont les plus belles de France, très certainement, vu qu'on en a découvert un certain nombre d'éléments, en particulier les faîtières qui sont en partie hautes. Ces faîtières étaient des prérogatives attribuées au seigneur jusqu'à l'abolition des privilèges, et il va donc en profiter pour faire apparaître ici, sous forme de symboles, les droits et les obligations d'un seigneur à la fin du XVIe siècle. Petit à petit, en l'espace d'une vingtaine d'années complémentaires, j'ai mis à jour une nouvelle symbolique entièrement associée à l'alchimie. Et vous avez en fait, en reprenant les mêmes motifs sur les toits, là, en résumé en fait, la quête de la pierre philosophale. Donc après avoir vu rapidement l'aspect féodal de ce château, nous rentrons ici dans la partie 17e, une partie qui va être restructurée par le petit-fils d'Antoine Chapelle, qui va se retrouver être élevé par Louis XIII au rang de marquis en 1655. C'est lui qui va lancer toutes les transformations 17e du château, et en particulier ce monumental hall d'entrée qui ressemble fort étrangement à l'escalier de la Reine à Versailles. Hormis bien sûr le marbre, nous sommes ici en province et pas dans une résidence royale. Alors nous voici dans le grand salon de ce château. C'est la pièce d'apparat, comme vous pouvez l'imaginer, vu toutes les boiseries que vous percevez. C'est une pièce qui est restée un petit peu énigmatique dans un sens parce qu'on nous parle toujours des 4 saisons ici au château, et vous avez une cheminée typiquement d'époque Louis XIII qui mentionne quand même quelques éléments de style Louis XIV, mais qui a été appelée justement la cheminée des 4 saisons, et à tort pour ainsi dire, mais c'est comme l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, parce qu'une partie est exacte, une autre l'est moins. Alors les saisons, on les voit assez facilement en partie haute, avec ce personnage qui tient une corbeille de fruits et du raisin dans l'autre main, qui bien sûr sera l'allégorie de l'automne, alors que son pendant, ce vieillard chaudement vêtu, ne peut être que l'hiver. Mais on aurait beau essayer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour respecter le sens des saisons, on a de la peine à envisager que le personnage à côté de moi est donc le printemps, même s'il irait chercher des graines sous son manteau, et que l'autre est le personnage donc de l'allégorie de l'été. Ça ne fonctionne pas du tout, et c'est au fur et à mesure des années, avec, on pourrait dire, l'aide des remarques des visiteurs, que l'on va découvrir que le personnage de gauche n'est autre que dans la posture de Saint-Roch, qui montre qu'il est atteint de la peste bubonique, avec des bubons, et c'est pour ça qu'il tire son manteau, alors que celui qui est près de moi n'est autre que Saint-Martin. Et on retrouve là, en fait, quelque chose qui était méconnu, mais qui correspond à une période sinistre, difficile pour le Périgord, puisqu'en fait, pendant 15 ans, entre 1624 et 1637-38, voyez-vous, il va y avoir en Périgord des épidémies de peste bubonique et des famines qui vont décimer donc la population. Et c'est ainsi qu'on va les mettre de part et d'autre de l'âtre pour justement, en venant se chauffer au foyer, eh bien, on implore leur protection pour que ça... Alors nous voici dans une pièce qui est restée mystérieuse et qui reste un petit peu mystérieuse parce que tout n'a pas encore été élucidé. C'est la chambre de la fileuse. Cette appellation vient du fait que la deuxième comtesse de Jumillac va se voir enfermée par son mari pendant le temps où lui-même va donc prêter main forte à Louis XIII qui va guerroyer pendant la guerre de 30 ans. Et c'est ce qui fait qu'elle est enfermée ici, nous dit cette légende, pendant 30 ans. Cela étant, elle précise aussi que cette fileuse avait donc 3 occupations, peindre, prier et filer la laine. Et lors de la restauration de la pièce, on a découvert ces fresques. Comme c'était très naïf, dans un premier temps, on va les lui attribuer. Dans un deuxième temps, comme il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres dans l'ombre, je me suis attaché à l'observation et j'ai fini par découvrir qu'il y avait des choses relativement curieuses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette pièce pourrait bien être donc le cabinet de l'alchimiste,
vu qu'on a ici un foyer ouvert et de l'autre côté l'oratoire de la fileuse, qui aurait très bien pu être justement utilisé par l'alchimiste en son temps pour justement être en accord entre la création et ses recherches. Voilà, je vous laisse dans l'énigmatique, mais c'est là où nous en sommes aujourd'hui.